Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours de chimie destiné aux élèves de la section sciences de l'informatique. C'est un cours qui est fait par moi-même. Je me présente. Moi, c'est Fawzi Jawahdou, professeur de sciences physiques au lycée Carthage Birs. C'est un cours qui est fait sous la direction de M. Fawzi Hamami, inspecteur général des sciences physiques. Donc, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon qui va se porter sur la notion de conductimétrie. Rappelez-vous déjà, nous avons donc ensemble fait une première séance de conductimétrie. Nous avons fait beaucoup de rappels concernant donc la mesure de la quantité de matière. Nous avons rappelé comment on pouvait calculer le nombre de moles qui n'est autre que la quantité de matière par soit la mesure de la masse, soit par la densité, la masse volumique, le volume. Nous avons rappelé les masses molaires, la notion du nombre d'Avogadro. Aujourd'hui, donc, on va essayer de poursuivre notre chapitre. On va voir la deuxième partie, donc, qui va se porter sur la notion de conductimétrie. Donc, on va essayer de détailler petit à petit. Alors, quels sont les objectifs de notre leçon d'aujourd'hui? Tout d'abord, donc, on va commencer par des rappels concernant la notion des électrolytes et des solutions électrolytiques. Puis, donc, on va voir comment on peut déterminer la quantité de matière par utilisation de la notion de conductimétrie. Vous allez voir, ce n'est pas vraiment très difficile. Et on essaiera donc, à la fin de la séance, de faire une application en passant par la méthode qui nous permet de préparer une solution aqueuse titrée à partir d'une solution qui est déjà préparée. Rappelez-vous la notion de solution mère et de solution phi. Alors, commençons par le début, donc quelques tout petits rappels dont on va avoir besoin aujourd'hui. Donc, rappel concernant qu'est-ce que c'est qu'un électrolyte. Rappelez-vous qu'un électrolyte, c'est un corps qui doit être au début soluble en solution aqueuse, puisqu'on utilise très souvent l'eau comme étant un solvant. C'est un corps qui est soluble dans l'eau et qui doit par la suite se dissocier dans l'eau en libérant des ions. Donc, ça, c'est la notion d'électrolyte. Alors maintenant, un électrolyte, lorsqu'on le met dans l'eau, il va constituer une solution électrolytique. Étant donné que l'électrolyte, on a dit qu'il va se dissocier en ions, en cations positifs, ions positifs, et en anions, ions négatifs. Donc, forcément, la solution électrolytique va contenir ou bien va donc être constitué par des ions. Et vous savez très bien que le courant électrique, d'une manière générale, donc dans les conducteurs métalliques, il est assuré par un déplacement d'électrons. Alors que dans les solutions conductrices de courant électrique, en particulier les solutions électrolytiques, le courant électrique est assuré par un déplacement d'ions. Bien, donc une solution électrolytique, donc c'est une solution qui conduit le courant électrique mieux que l'eau pure. Normalement, on connaît cette notion-là. Alors, voici quelques exemples de réactions de dissociation ionique de certains électrolytes. Donc, les équations des réactions d'ionisation, passage à l'état ionique. Je prends le premier cas, le cas de l'électrolyte. Donc, ça, c'est un électrolyte. Hein. Dans l'eau, ce n'est pas la peine de mettre donc H2O. Hein. Directement, on dissocie notre électrolyte. Vous allez me dire, à quel niveau l'électrolyte va être dissocié? Ben, il suffit de lire le nom du composé. Ce composé-là s'appelle le chlorure de sodium. Donc la division, la dissociation va se faire au niveau de l'ion chlorure et de l'ion sodium. Donc ça va donner Na+, plus Cl-. Je vous rappelle quand même que lors d'une équation, d'une réaction d'ionisation, donc il doit y avoir comme toujours équilibre des éléments chimiques, équilibre du nombre d'atomes, ça c'est évident, et bien entendu, équilibre des charges. Vous avez à gauche une charge qui est électriquement neutre, à droite vous avez un plus avec un moins, ça fait quand même donc une charge qui est électriquement neutre. Voici un autre exemple, le cas du chlorure de potassium. Donc la division va se faire au niveau de l'ion potassium et de l'ion chlorure. Ça va donner ici K+, plus Cl-. Bien entendu, ces deux exemples-là, ce sont des électrolytes, alors que ces deux, la partie gauche, ça concerne ou bien les solutions électrolytiques. Ce sont des solutions ioniques. Troisième exemple, le sulfate de cuivre. Donc, le sulfate de cuivre va donc se dissocier donc, au niveau
du cuivre et du sulfate. Donc, ça va donner l'ion sulfate SO4 2 fois moins et l'ion cuivrique Cu 2 fois plus. Je vous rappelle quand même que pour l'élément cuivre, donc ça peut donner deux exemples particuliers, le cuivre 1 plus et le cuivre 2 plus. Généralement, on obtient le cuivre 2 fois plus. D'accord? On passe à l'exemple suivant, cas du dichromate de potassium. Donc, vous avez ici l'ion potassium. Vous remarquez bien que dans la formule chimique, il y a deux atomes de potassium. Donc, on va avoir libération de deux ions potassium. Si vous avez ici deux charges plus, donc forcément de l'autre côté, vous avez un seul dichromate, un seul ion dichromate. Donc, forcément, l'ion dichromate va porter deux charges négatives puisqu'il y a ici deux charges positives. Est-ce que nous avons un autre exemple? Oui, c'est le sulfate de fer. Donc, c'est le sulfate de fer numéro 3. Le fer est un élément un peu particulier, tout comme le cuivre d'ailleurs. Donc, le fer peut donner soit, en s'oxydant, bien sûr, en s'ionisant, il peut donner soit le fer 2 fois plus, soit le fer 3 fois plus. Donc, aujourd'hui, il donne l'ion fer 3 fois plus, le fer 3, grand 3. Donc, vous avez ici 2 fers, donc 2 fers 3 fois plus, ça fait 6 charges positives. Et vous avez ici 3 ions sulfate. Donc, pour avoir la meilleure combinaison possible, donc si vous avez ici 6 charges plus, forcément, alors ici, vous devez avoir alors ici donc 6 charges moins. Donc là, je pense qu'il faut faire une toute petite correction. Donc, vous avez ici moins, n'est-ce pas? D'accord? Vous avez alors ici, de l'autre côté, 2 charges négatives. Donc, on va essayer donc ici de corriger. Donc, ça ne fait rien. Vous avez 2 plus. D'accord? Bien. Bien, on passe alors ici à la suite. Ça ne fait rien. Donc, ici, vous avez 3 ions sulfate SO4 2 fois moins. D'accord? Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Nature du courant électrique dans une solution électrolytique. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que dans un conducteur métallique, dans les fils de conduction métallique, le courant est assuré par un déplacement ordonné des électrons. Les électrons circulent conventionnellement dans le sens inverse du sens du courant électrique. Et j'ai dit tout à l'heure que, normalement, dans une solution électrolytique, une solution qui contient des cations et des anions, le courant est assuré par un déplacement d'ions. Est-ce que c'est un déplacement ordonné ou bien désordonné? On va essayer de rappeler ensemble. Voici un montage d'électrolyse qui est constitué essentiellement d'une pile qui va délivrer le courant électrique. Donc, le courant électrique va circuler à partir de la borne plus donc, de la pile. Donc, j'essaie de mettre en marche le stylo là. Donc, voici le sens du courant électrique. Donc, ça, c'est le sens du courant électrique I, n'est-ce pas? Bien. Donc, conventionnellement, alors ici, donc, les fils de conduction vont essayer de faire donc circuler des porteurs de charge qui ne sont autres que les électrons. Voici le sens de déplacement des électrons. Bien entendu, alors là, il faut fermer donc le circuit. Là, vous avez des électrons. Donc, en solution, j'ai oublié donc ici de préciser que là, il s'agit d'un ampèremètre. Que fait l'ampèremètre? L'ampèremètre, donc, il va mesurer l'intensité du courant électrique ou bien tout simplement, il va nous dire si le courant circule ou non dans le circuit. Au début, sans passage de courant électrique, vous avez ici une solution électrolytique. J'ai choisi pour vous une solution de chlorure de potassium. Donc, Na+, de ce côté-là. Donc, ça, c'est l'ion sodium. Et là, c'est l'ion chlorure. Donc, au début, ces ions-là sont dispersés en solution. Ils font des mouvements, c'est vrai, mais ce sont des mouvements plus ou moins archaïques. Ce sont des mouvements qui ne sont pas très bien ordonnés. Si on ferme le circuit, les deux électrodes qui plongent en solution vont être chargées. Celle qui est chargée du côté de la borne plus va tout simplement être chargée positivement. Alors ici, qu'est-ce qu'elle va faire, cette électrode-là? Elle va attirer les charges moins. Donc, les charges moins, donc, ce sont des anions. Donc, cette électrode-là, on va l'appeler une anode. Par contre, l'électrode qui est de l'autre côté, qui est reliée du côté du moins de la pile, donc elle va être chargée négativement. Et là, vous avez alors ici, les ions Na+, ils sont attirés par cette électrode-là. Les ions Na+, sont des cations, donc cette électrode-là va être appelée tout simplement une cathode. Vous remarquez bien alors ici que les ions vont
se déplacer en solution, c'est eux qui vont transporter le courant électrique. Et vous remarquez alors ici que les ions Na+ se déplacent d'un côté, les ions Cl- se déplacent de l'autre côté. Les ions positifs, regardez bien, je vais continuer le sens du courant électrique. Donc les ions positifs circulent dans le même sens que le sens du courant électrique. Par contre, les ions négatifs vont circuler dans le même sens que celui des porteurs de charge des électrons qui circulent dans les fils. Donc tout ce qu'on va donc dire pour le moment, c'est que dans une solution électrolytique, vous avez alors ici conduction du courant électrique, et ce courant électrique, il est assuré par la présence des ions, des cations et des anions. Bien entendu, une solution qui ne contient pas des ions, elle n'est pas capable de faire passer le courant électrique, et dans ces conditions-là, ce n'est plus une solution électrolytique. Donc, je pense que vous avez bien saisi le schéma. Hein? Donc, on continue de lire. Alors, une solution électrolytique conduit le courant électrique, ça c'est sûr. Alors, dans une solution électrique, dans une solution électrolytique, pardon, le courant électrique est assuré par la présence des porteurs de charge. Les porteurs de charge sont les espèces qui portent des charges. Ces porteurs de charge, ce sont les ions, cations d'une part et anions d'autre part. Donc les cations sont les ions qui sont chargés positivement. Par contre, les anions sont les espèces qui sont chargées négativement. Et en fin de compte, alors ici, le déplacement de porteurs de charge est un déplacement ordonné. Cela veut dire que une fois que le courant circule dans le circuit, ces ions-là font des déplacements très réguliers. Donc, les ions positifs suivent le sens du courant électrique, les ions négatifs suivent le sens de déplacement des charges négatives qui ne sont autres que les électrons. On passe à autre chose, la notion de conductimétrie. Qu'est-ce que c'est que la notion de conductimétrie? On va commencer par une petite introduction, puis on va essayer donc par la suite de définir la conductimétrie. Tout d'abord, commençons donc ici par une petite introduction. Alors, un corps, lorsqu'il est conducteur de courant électrique, on dit qu'il possède une conductivité. Cette conductivité, elle peut être soit assez élevée, soit assez peu élevée. Cela dépend, est-ce qu'il conduit parfaitement le courant ou bien est-ce qu'il ne conduit pas parfaitement le courant électrique. On dit alors ici que la conductivité est une grandeur physique qui caractérise l'aptitude d'une substance à conduire le courant électrique. Je m'explique, plus la substance... Allez, ça peut être donc une substance à l'état solide ou bien ça peut être une solution électrolytique. Plus la substance conduit le courant électrique, plus sa conductivité est élevée. Plus, bien entendu, sa résistance est assez petite. Ça, vous devez le savoir d'avance. Alors, l'appareil qui permet de mesurer la conductivité donc d'une solutions, par exemple. Là, on va donc parler particulièrement des solutions aqueuses, des solutions électrolytiques. Alors, l'appareil qui permet de mesurer la conductivité, c'est un appareil qui se trouve dans la vie courante, on l'utilise assez fréquemment, c'est le conductimètre. Voici une illustration de notre appareil. Donc là, vous avez la solution électrolytique. La solution, elle est colorée en rouge, si vous voulez, ici. Et votre appareil qui est constitué par une cellule conductimétrique. On peut utiliser directement notre appareil. Il va nous donner la valeur de la conductance. Attention, on va définir la conductance plus tard. D'accord ? Sauf que si on ne dispose pas de cet appareil-là, on peut le remplacer par un appareil de poche, cela veut dire ici, qui utilise d'autres constituants. Alors, on passe à la suite. Alors, qu'est-ce que c'est que la conductance d'une solution électrolytique? Commençons tout d'abord par préciser quel est le dispositif de mesure pratique qu'on utilise chez nous au laboratoire pour mesurer la conductance. Alors, voici notre dispositif. Le dispositif est essentiellement constitué par deux plaques métalliques. Ces deux plaques métalliques-là, ce sont des électrodes, en fin de compte. Elles plongent dans une solution électrolytique. C'est une solution qui conduit le courant électrique. Alors, ça, c'est l'essentiel de l'appareil. Alors, pour faire les mesures, bien entendu, notre ensemble de deux plaques, qui constitue donc, alors ici, la cellule du conductimètre, doit être donc ici relié à un générateur basse fréquence, un générateur qui délivre un signal alternatif. Choisissons une fréquence assez particulière de l'ordre de 500 Hz. Donc, le courant va passer à travers les plaques. Si la solution elle est électrolytique, le courant va passer à travers les plaques. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre circuit? On va alors ajouter un ampèremètre en série avec le circuit et bien entendu un voltmètre en parallèle.
dans le circuit. Que va mesurer l'ampèremètre? Vous savez très bien qu'en régime alternatif, l'ampèremètre mesure l'intensité efficace du courant. Je rappelle que l'intensité efficace, ce n'est autre que ceci. On rappelle alors ici que la valeur maximale de l'intensité, c'est I efficace fois racine de 2. Ce qui veut dire alors ici que I efficace est égal à I max sur racine de 2. Alors, de la même manière, donc, le voltmètre là, il va mesurer la tension efficace qui n'est autre que par approche la tension maximale divisée, alors ici, par racine de 2. Donc, ces deux appareils-là, à savoir le voltmètre et l'ampèremètre, vont mesurer tous deux, des respectivement une intensité efficace et une tension efficace. Nous avons besoin de ces deux grandeurs-là. Donc, alors, voici notre cellule. Elle doit plonger entièrement dans la solution électrolytique. Sinon, ça ne marche pas très bien. Donc, vous devez avoir un assez grand volume pour la solution électrolytique. C'est indiqué ici sur le schéma. N'est-ce pas? Donc, votre courant, il est alternatif. D'accord? Bien, passons à autre chose. Alors, la cellule, donc, le plus important dans notre dispositif, c'est la cellule de mesure de la conductance. Nous avons dit tout à l'heure que cette cellule-là, donc, elle est constituée par deux plaques métalliques. Voici les deux plaques métalliques qui doivent avoir une surface S chacune. Généralement, alors ici, les deux plaques doivent avoir la même surface, la même aire de surface. Ces deux plaques-là doivent être distantes d'une certaine longueur. Lors des mesures, vous devez obligatoirement conserver l'éloignement des plaques, à savoir L, et vous devez conserver la surface. Ça va de soi, la surface, elle est automatiquement conservée. Donc ça, c'est le principe de la mesure de la conductimétrie. Donc, on lit ensemble le petit texte donc, qui est associé à ce schéma-là. Donc, alors, la cellule est constituée de deux plaques métalliques planes de même surface S, parallèles, disposées l'une en face de l'autre et séparées par une distance L. La distance entre les deux plaques. Lorsque la cellule est entièrement plongée dans la solution électrolytique, il est possible de déterminer, de chercher, de calculer la valeur de la conductance qu'on note par la grandeur G. D'accord? Donc la conductance, elle est symbolisée par la lettre G, tout comme par exemple l'intensité par la lettre I, tout comme la résistance par la lettre R, et ainsi de suite. D'accord? Alors, quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur la conductance G? Cela veut dire que notre conductance, elle peut augmenter ou bien elle peut diminuer en fonction de quoi? Est-ce que ça dépend uniquement de la cellule conductimétrique ou bien est-ce que la solution intervient dans la valeur de la conductance? Alors, l'expérience montre, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Alors, la conductance G dépend des dimensions de la cellule. Les dimensions, bien entendu, la surface essentiellement des deux plaques métalliques et l'éloignement des plaques. Donc, la conductance G dépend des dimensions de la cellule, en particulier de l'éloignement L des plaques et aussi de la surface commune des plaques. La surface commune, c'est grand S. La surface est exprimée en mètres carrés. La distance, l'éloignement L des plaques en mètres dans le système international. La conductance G peut aussi dépendre énormément de la solution électrolytique, la solution dans laquelle plonge la cellule conductimétrique. Donc, alors ici, la conductance G dépend de la nature de la solution. Ce n'est pas la même chose si vous utilisez une solution de chlorure de potassium KCl, ce n'est pas la même chose si vous utilisez une solution de chlorure de sodium NaCl ou bien une solution de sulfate de cuivre CuSO4. Donc, ça dépend de la nature de la solution. Et bien entendu, c'est très important, ça dépend énormément de la concentration de la solution. Rappelez-vous alors ici, je rappelle quand même ici, que la concentration de la solution, d'une solution, c'est le rapport entre nombre de moles de soluté dissous, nombre de moles de soluté dissous, divisé par, j'ai bien dit le rapport, divisé donc par le volume de la solution. C'est une grandeur, la concentration, elle est exprimée en moles par litre. Et attention là,
Je suis en train alors ici de parler de concentration molaire, pas la concentration massique. Si c'était la concentration massique, ce serait tout simplement C égale à masse de soluté divisé par le volume. Là, on parle de nombre de moles, bien entendu, c'est le nombre de moles dissous. Ce n'est pas toute la quantité qui est placée en solution, hein, d'accord? Bon, généralement, la conductance peut aussi dépendre d'autre chose, donc elle peut dépendre un tout petit peu de la température de la solution, hein, d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce exactement que la conductance G d'une solution électrolytique? Je reprends le dispositif. Vous avez votre GBF qui alimente donc les deux plaques qui sont plongées en solution. Alors, vous remarquez bien alors ici que si votre ampèremètre note une intensité de courant, cela veut dire que votre solution est conductrice de courant électrique. Donc, il y a un certain courant qui passe à travers les plaques. Alors, ces deux plaques-là vont avoir le comportement d'un conducteur ohmique. C'est tout comme les conducteurs ohmiques, les conducteurs métalliques. Donc, chaque conducteur métallique possède une certaine résistance. Donc, forcément, ici, la portion de solution entre les deux plaques va se comporter comme un résistor de résistance grand R. Donc, alors, on passe à la lecture, en soumettant les électrodes de la cellule à une tension sinusoïdale de valeur efficace U, mesurée à l'aide d'un voltmètre, un courant électrique va circuler entre les électrodes dû au déplacement des porteurs de charge, ça on l'a dit tout à l'heure. Alors, cette intensité-là, elle est mesurée, c'est une intensité mesurée à l'aide d'un ampèremètre, étant donné qu'il s'agit bien, alors ici, d'une intensité efficace. Donc, on mesure les grandeurs efficaces. Alors, si la solution électrolytique se comporte comme un conducteur ohmique, donc ça provient du terme ohm, et là, ça fait une résistance. On peut alors ici appliquer la loi d'Ohm. Rappelez-vous ce que dit la loi d'Ohm. On a l'habitude de l'utiliser pour les conducteurs métalliques. Donc, entre les bornes d'un conducteur ohmique, d'une résistance, la loi d'Ohm dit que U égale à R fois I, n'est-ce pas? Donc, on va utiliser la même notion ici. Puisque le courant circule entre les plaques, il va y avoir comportement d'une résistance. Donc, E égale à R fois I, c'est ça la loi d'Ohm. Attention, ça c'est la loi d'Ohm, d'accord? Alors, nous pouvons par la suite alors calculer ou bien déduire l'expression de R, et R, ça fait le rapport tout simplement de U sur I. Bien entendu, U est exprimé en volts, I est exprimé en ampères. Alors, forcément, la résistance est exprimée en quelle unité? En ohm, d'accord? Vous avez donc, bien entendu, une petite idée là-dessus, d'accord? On passe à la suite, alors ici, alors, on définit la conductance. On va donner la définition de la conductance G par l'inverse de la résistance. Alors, cela veut dire que la conductance G, ce n'est autre que 1 sur la résistance. Alors, 1 sur la résistance, et comme la résistance est égale à U sur I, donc forcément l'inverse de la résistance, c'est I sur U. Attention, là c'est 1, là c'est I. Ce n'est pas le chiffre 1, donc c'est l'intensité du courant électrique. Donc, en ce qui concerne les unités, I est exprimé en ampères, U est exprimé en volts. L'inverse de volt par ampère, le volt par ampère, c'est l'ohm. L'inverse, c'est ohm moins 1 qui possède son équivalent dans le système international. Donc, j'écris là-dessus. Alors là, c'est en ampères. Donc là, c'est en volts. La résistance, bien entendu, c'est en ohm. La conductance est exprimée en siemens. S qu'on note par S, Siemens. Généralement, donc, on utilise des valeurs de la conductance assez réduites de l'ordre 10 puissance moins 3, moins 4, moins 5, ainsi de suite. Ça dépend, j'ai dit tout à l'heure ici, de la concentration de la solution, de l'éloignement des plaques, de beaucoup de facteurs, n'est-ce pas? Bien, donc I, l'intensité I du courant électrique en ampères, U en volts et G en Siemens, n'est-ce pas? Donc là, c'est le système international. Le Siemens, ça correspond à ohm-1, si vous voulez, ici. Alors, on passe maintenant à autre chose. Comment, pardon, comment on peut déterminer expérimentalement la concentration d'une solution électrolytique? Rappelez-vous, l'objectif essentiel de notre leçon, c'est de déterminer la concentration de la solution. Pas par calcul, c'est plutôt par l'utilisation d'une méthode conductimétrique en mesurant et en déterminant la conductance G de la solution.
Alors, détermination expérimentale, on va donc détailler les calculs ensemble, petit à petit. Objectif. Alors, voici l'objectif de notre petite manipulation. Alors, on va essayer de déterminer la concentration C d'une solution électrolytique de chlorure de sodium, NaCl. C'est écrit là-dessus. Alors, et ceci par mesure de la conductance G de cette solution. Je rappelle que la conductance G, ce n'aura autre que le rapport I sur U, efficace. Bien, procédé expérimental. Comment on va procéder? Alors, première étape. Dans la première étape, alors ici, on dispose de la solution S de NaCl de concentration qui est inconnue. Je voudrais bien aujourd'hui chercher la concentration de la solution. Vous allez me dire, bien sûr, ici, que la concentration est égale au rapport du nombre de moles sur volume, mais ça c'est dépassé, on ne connaît pas le nombre de moles, on ne connaît pas non plus le volume de la solution, on va faire autre chose, donc à partir de la conductance. Donc, on mesure à l'aide de la cellule, notre cellule conductimétrique, la conductance G. Donc, pour chercher C, on va mesurer G. Alors, je prends pour une certaine mesure une tension mesurée à l'aide du voltmètre de l'ordre de 1 volt, ce qui nous permet donc d'avoir une valeur de l'intensité efficace du courant qui vaut 2,71 mA. Je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il est possible alors ici de calculer la conductance. Alors, la conductance G est égale à I sur U, c'est 2,71 mA, on passe au système international, divisé par 1 volt, et ça fait le système international. On trouve alors ici que ça vaut 2,71, 10 puissance moins 3 Siemens, ce qui nous donne alors ici, en fin de compte, 2,71 millisiemens. Comment donc on va en profiter de cette valeur de conductance? Le reste, ce n'est pas vraiment très compliqué. Donc, ça, c'était la première étape. Deuxième étape, donc, je connais la conductance G de la solution, de notre solution qui est inconnue. Hein. Alors, deuxième étape, on dispose d'une solution S0 de chlorure de sodium, de même, donc, la même solution électrolytique. Là, vous avez une solution inconnue. Je vais alors ici préparer une autre solution dont je connais la concentration. Ce sera alors ici une concentration dont la valeur vaut 10 millimoles par litre. Donc, ça n'a rien à voir avec notre solution qui est inconnue. Le seul point commun, c'est qu'il s'agit d'une solution de même type d'électrolyte, à savoir NaCl. Donc, je dispose d'une solution à côté. Je vais essayer de faire la chose suivante. Je vais alors ici essayer de préparer des solutions phi à partir de notre solution qui ne peut être qu'appelée une solution mère. Donc, phi mère, donc là, on parle de dilution. Donc, à partir de notre solution donc, initiale, on va essayer donc ici de diluer successivement donc, les solutions obtenues pour préparer des solutions de concentration, bien entendu, plus petites, de concentration réduite. Alors, troisième, donc, à la suite, donc, étape suivante, toujours dans la partie numéro 2, on prépare par dilution, et ça je viens de le dire, par dilution successive l'une après l'autre. Donc, on prépare par dilution successive à partir de la solution S0, appelée solution mère, plusieurs solutions titrées, cela veut dire qu'ils vont avoir des concentrations fixes connues d'avance. Donc là, c'est à nous de préparer donc, ces solutions-là. Donc, on va préparer les solutions à notre guise donc, de concentration qu'on peut donc facilement choisir, n'est-ce pas? Alors, voici la démarche. Je rappelle quand même la démarche de la préparation d'une solution phi à partir d'une solution mère. Donc, je rappelle que notre solution, au début, sa concentration, elle vaut 10 millimoles par litre. Je voudrais bien aujourd'hui préparer une solution phi par dilution, par ajout d'un certain volume d'eau, une solution plus diluée. Donc, une solution plus diluée, donc la concentration va être plus petite. Donc, je vais faire les calculs, on va faire les calculs ensemble. Donc, voici notre solution de départ. Sa concentration, elle vaut 10 millimoles par litre. Alors, le volume qu'on va essayer de choisir pour cette solution mère, c'est un volume qui est inconnu. Combien faut-il prendre de cette solution-là pour préparer une solution phi, par exemple, dont la concentration vaut 7,5 millimoles par litre? Je vais essayer de préparer 100 millilitres. Vous imaginez bien, alors ici, que ça doit être un volume qui est plus petit que 100 millilitres parce qu'il faut ajouter de l'eau pour avoir à la fin 100 millilitres. Je vous rappelle quand même que lors d'une dilution, lorsque vous allez alors ici ajouter de l'eau à une solution aqueuse, il y a une chose qui ne va pas varier.
Apparemment, c'est le nombre de moles, la quantité de matière qui risque de ne pas changer. Donc, lors d'une dilution, nous avons conservation du nombre de moles. Donc, je peux écrire qu'au cours de notre opération de dilution, on va avoir conservation du nombre de moles. Donc, je peux écrire ici que N0 au début est égal à N1 à la fin après dilution. Je rappelle quand même, et ça on l'a fait l'autre fois, que la concentration est égale à nombre de moles sur volume. Donc, en fin de compte, le nombre de moles, c'est concentration fois volume. Hein. Il vaudrait mieux écrire là. Donc, C est égal à N sur V, ce qui veut dire alors ici que N est égal à C fois V. Donc, en fin de compte, le nombre de moles N0 pris de la solution mère, c'est C0, V0. Le nombre de moles qu'on va essayer d'obtenir dans la solution phi, c'est concentration fois volume, c'est C1V1. Je pense qu'on est capable facilement de chercher la valeur de V0. Donc, on va essayer de tirer V0. Donc, V0 est égal à C1 sur C0 multiplié par V1. Donc, C1, c'est 7,5 millimoles, divisé par C0, c'est 10 millimoles, multiplié par le volume, donc 100 millilitres, ou bien on peut passer au litre. Vous savez très bien qu'en chimie, on n'utilise pas le système international, vous pouvez utiliser les millilitres. Si vous mettez ici millilitres, ça fait 100. Mais vous allez avoir un volume qui va être donc égal à une certaine valeur en millilitres. Donc, alors, tout calcul fait, alors ici, on trouve que la valeur de V0, c'est 0,075 litres, ça nous fait 75 millilitres. Donc, notre volume V0 qui va être prélevé de la solution mère, il va être égal à 75. On va lui ajouter de l'eau pour avoir 100 millilitres. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on doit ajouter 25 millilitres d'eau pure. Donc, 75 plus 25 millilitres d'eau pure. Donc là, c'est 25 millilitres. Ça doit bien entendu donner, en fin de compte, 100 millilitres. Je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Voici une première démarche qui permet de préparer une solution phi à partir d'une solution mère. Rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure, on va préparer plusieurs solutions par dilution successive. Maintenant, on va prendre cette solution-là, c'est elle qui va jouer le rôle de solution mère, et à partir de cette solution-là, on va préparer une solution phi, et ainsi de suite. L'essentiel, vous avez une toute petite idée sur la préparation d'une solution titrée à partir d'une solution qui est déjà préparer, je rappelle quand même que pour préparer une solution aqueuse titrée, vous avez deux méthodes. Soit vous préparez votre solution à partir du soluté pris à l'état pur. Par exemple, si vous voulez préparer une solution de NaCl, il suffit de prendre de l'eau et de dissoudre une certaine quantité de sel qu'il faut calculer. Sinon, la deuxième méthode, c'est de préparer la solution donc, que vous voulez à partir d'une solution qui est déjà préparée. C'est la méthode, donc on l'appelle comme ça. Alors, je passe à la suite. Alors, voici le procédé expérimental et il vaudrait mieux connaître quand même les grandes lignes du procédé expérimental. Donc, on va prendre notre solution mère. Donc, voici la solution mère. Donc, on l'a placée dans un certain bécher. On va alors essayer à l'aide d'une pipette, donc graduée ou bien jaugée, de recueillir combien? De recueillir 75 millilitres. Donc, on va utiliser une propipette parce qu'il ne faut jamais pipeter à la bouche. C'est assez dangereux. Donc, ça y est, nous avons donc ici prélevé les 75 millilitres à l'aide de la pipette. Alors, cette quantité de solution mère, on va la placer dans une fiole. Je rappelle alors ici que pour préparer les solutions titrées de volume assez particulier et avec une assez grande précision, il faut utiliser les fioles jaugées dans le bec de la fiole, donc doit être assez étroit pour limiter les erreurs de mesure. Donc, alors, on verse le contenu, à savoir 75 millilitres dans une fiole jaugée qui doit contenir 100 millilitres. Le reste, je pense que vous êtes donc d'accord. Qu'est-ce qu'il faut donc faire alors là-dessus? Donc, on va compléter avec de l'eau et on va essayer donc par la suite d'agiter. On va compléter jusqu'à avoir donc un volume qui est égal à 100 millilitres. Notre solution phi de volume 100 millilitres et de concentration 7,5 millimoles par litre est déjà prête. On refait l'opération plusieurs fois, autant de fois que vous voulez avoir de
mesure. Je vous laisse le temps de regarder le schéma pour vous rappeler la méthode. D'accord? Je pense que vous avez une petite idée donc, sur cette méthode-là. À la suite. Bien. Donc, troisième étape, les mesures. Donc là, nous avons donc préparé les différentes solutions de concentration bien déterminées. Je rappelle quand même que nous avons notre solution dont on connaît la conductance et qui est laissée à part. C'est une solution dont on va donc essayer d'y retourner plus tard. Nous avons préparé les différentes solutions titrées. Voici les mesures qui vont être donc ici regroupées dans un tableau de mesures. Donc, on a placé dans ce tableau-là donc les solutions. Voici la solution mère. Sa concentration, c'est 10 millimoles par litre. Nous avons donc préparé à partir de cette solution-là une solution phi de concentration 7,5 millimoles par litre. À partir de cette solution-là, nous avons encore dilué, nous avons préparé une solution encore de concentration plus petite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et à chaque fois, on va mesurer la conductance. Rappelez-vous, nous avons utilisé une cellule conductimétrique avec un générateur basse fréquence. La conductance G n'est autre que le rapport, normalement, le rapport I sur U. Donc, à chaque fois, on va faire le rapport I sur U, les tensions et intensité efficaces. Ça va nous donner les valeurs des conductances. Qu'est-ce qu'on va en faire avec ces valeurs-là? On va donc dresser une courbe. C'est une courbe donc qui va mettre en évidence la variation de la conductance en fonction de la concentration. Donc, voici alors ici notre courbe appelée courbe d'étalonnage. Donc, nous avons alors ici dressé notre courbe. Sur l'axe des ordonnées, nous avons placé la conductance en millisiemens, 10 puissance moins 3. Ce sont les mesures que nous avons donc dressées dans le tableau tout à l'heure. Hein. Et sur l'axe des abscisses, nous avons donc ici placé la concentration de la solution en millimoles par litre. 10, bien sûr, on retourne donc dans le sens inverse. 10, 7,5, 5, je suppose, et ainsi de suite. Nous connaissons les valeurs des conductances. Nous les avons mesurées à l'aide de la cellule. Nous avons alors ici placé les différents points, donc correspondant aux différentes concentrations et aux différentes conductances. Je remarque bien la chose suivante, c'est que tous les points, ils sont tous pratiquement alignés sur une même droite. Et en plus de ça, notre droite, elle est linéaire. Ça veut dire quoi, linéaire? Cela veut dire qu'elle passe par l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, la méthode maintenant, donc elle est assez simple. Bon, il y a deux méthodes. Hein. La première méthode qui est assez simple, consiste à faire la chose suivante. Rappelez-vous, au début, c'était quoi donc l'objectif de notre TP d'aujourd'hui, de notre toute petite application d'aujourd'hui? C'est que vous aviez une solution au départ dont la concentration, elle est inconnue. Nous avons alors ici mesuré la conductance de la solution. Je rappelle que la conductance, donc, elle était égale à 2,71 millisiemens. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de chercher la valeur de la conductance G et de la mettre sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est l'axe des conductances. Donc, voici la valeur 2,71 millisiemens. Donc, c'est à peu près 2,71. Alors, par extrapolation, donc, il faut amener donc ici l'ordonnée sur la courbe et chercher l'abscisse correspondante. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que la valeur, pratiquement, elle vaut 4,5, bien 4,6 à peu près, donc millimoles par litre. Je pense que ça va être donc de l'ordre de 4,5, 4,6. Donc, voici donc la méthode assez simple qui nous permet alors ici de déterminer la conductance G. Bien. Alors, cinquième étape, détermination de la concentration, ça c'est ce qu'on venait de faire. Détermination de la concentration C de la solution inconnue. Alors, première méthode, à partir de la courbe d'étalonnage, ça on vient de l'expliquer. Donc, pour la solution S dont la conductance, elle vaut 2,71 millisiemens. Alors, l'abscisse correspondant à cette courbe, c'est à peu près 4,5, 4,6 millimoles par litre. Ça y est, donc, j'ai répondu à la question qui consistait tout simplement à chercher la concentration de la solution en utilisant la méthode conductimétrique. Il y a quand même une autre méthode qui est elle aussi assez simple. Elle consiste alors ici à utiliser la loi de Kohlrausch.
si je prononce bien. Hein. Alors, en quoi elle consiste donc cette méthode-là? Tout simplement à chercher l'expression de la courbe que nous avons tracée tout à l'heure. Je rappelle quand même ici que notre courbe, donc son allure était la suivante. Donc, nous avons tracé la variation de G en fonction de la concentration C. C'était une courbe donc, qui était parfaitement linéaire. Donc, si je veux alors ici chercher l'équation d'une courbe linéaire, donc vous savez très bien qu'une courbe de la forme Y en fonction de X qui est une droite linéaire, son équation ce n'est autre que Y égale à constante fois X. Alors, G est égal à constante fois C. Donc, ça, c'est une constante qui est assez connue. Alors, mathématiquement parlant, quelle est la signification mathématique de cette constante? Ben, je pense que ce n'est autre que la pente de notre courbe, la pente de la droite. Et pour chercher donc la pente d'une droite, généralement, on choisit deux points. Alors, connaissant l'abscisse et connaissant l'ordonnée, sauf que notre droite aujourd'hui, donc c'est une droite linéaire, donc il suffit de prendre avec ce point-là le point 0. Alors, pour chercher le coefficient directeur d'une droite linéaire, il suffit d'utiliser un seul point, donc ordonnée sur abscisse. Donc, alors, K est égal tout simplement à ordonnée sur abscisse, G sur C. J'ai choisi pour vous donc une abscisse qui valait 1 millimol par litre. Donc, le correspondant de 1, c'est tout simplement 0,6 10 puissance moins 3. En faisant le rapport, je trouve ici que notre constante K ici, elle vaut 0,6 unités dans le système international. G en Siemens, la concentration en mol par litre, ça fait Siemens par mol. Par litre, ça fait fois litre. Vous avez alors ici votre constante K. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à chercher la concentration de la solution d'après la deuxième méthode. La concentration de la solution S, donc C est égal à G sur K. Et ça nous fait alors ici 2,71 10 puissance moins 3, la valeur qui était donc mesurée au départ, divisé par le coefficient K. Et le coefficient K, c'est 0,6, ça fait 4,5 environ 10 puissance moins 3. Donc, c'est 4,5 la valeur que nous avons donc trouvée avec la première méthode, la méthode qui utilisait donc la courbe. Cette méthode-là, elle utilise aussi la courbe, bien entendu. Alors maintenant, on va passer à très vite une application. Donc, une application qui utilise le principe de la conductimétrie. Je lis très vite donc le texte de l'exercice. Alors, l'hypokaliémie, je la prononce donc en continu. L'hypokaliémie désigne une carence de l'organisme de l'être humain en élément potassium K. Une carence, cela veut dire que certaines personnes ont donc ici un manque de potassium. C'est très simple, un manque de potassium. D'autres personnes ont un manque de magnésium. D'autres personnes ont un manque de calcium. Alors, si une personne elle a un manque de potassium dans le corps humain, potassium c'est K. Hein? Donc, pour remédier à ce problème-là, on peut utiliser une solution de chlorure de potassium, KCl. Dans le KCl, vous avez l'élément K. C'est une solution qui est injectable par voie intraveineuse dans les veines. Cette solution est disponible en pharmacie sous forme d'ampoules de 20 millilitres. Chaque ampoule injectable donc, possède un volume de 20 millilitres, contenant chacune une masse M qui est inconnue. Je pense que notre question aujourd'hui, c'est de chercher la masse de la quantité de KCl présente dans une ampoule de 20 millilitres. Alors, le procédé est le suivant. À partir d'une solution, laissons donc cette solution à part. C'est une solution, donc je veux donc chercher la masse, laissons-la à part. Je vais faire la chose suivante. C'est comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Hein. À partir d'une solution S0 mer de concentration 10 millimol par litre et d'un montage de conductimétrie, on va faire la chose suivante. Premier tiré, on va préparer plusieurs solutions de même volume 50 millilitres et de concentration C connue. Donc, il suffit alors ici de faire des dilutions successives. On a vu ça tout à l'heure. Deuxième tiré, on va mesurer pour chacune de ces solutions la conductance G. Donc, à l'aide de la cellule conductimétrique. Puis, alors, on va mesurer, on mesure la conductance G de la solution contenue dans l'ampoule. Voici notre ampoule. Donc, je vais mesurer sa conductance. Je trouve que sa conductance, elle vaut 523 millisiemens, quand même, c'est une valeur quand même assez élevée. Ça ne fait rien, donc ça ne nous gêne pas du tout. Alors, on va donc essayer de lire
ensemble les questions. On va commencer alors ici tout d'abord par consigner les mesures des différentes solutions que nous avons préparées. Dans ce tableau-là, on va préciser la concentration et la conductance. Les concentrations, donc, solution mère, 10 mmol par litre, solution fille, 7,6, fille de la fille, 5 mmol par litre, et ainsi de suite. Puis, la mesure de la conductance, donc, nous avons donc parlé de ça tout à l'heure. Donc, c'est un tableau qui ne prend pas beaucoup de calcul mental, c'est assez simple quand même. Hein? Alors, on va donc essayer de tracer la courbe d'étalonnage avec les mesures qu'on vient de voir dans le tableau de mesure, qui va nous permettre donc ici de tracer la variation de G en fonction de la concentration C. Voici notre courbe. Donc, G, elle est donc portée sur l'axe des ordonnées, et C, elle est portée sur l'axe des abscisses. Les unités, attention aux unités. Donc, lorsque vous avez une courbe devant vous, il faut toujours faire attention aux unités. Donc, G, elle est exprimée en millisiemens et la concentration en millimol par litre. Sauf que ce qui me fait un tout petit peu, donc ici, ce qui me pose des problèmes, c'est que la solution qui était inconnue, elle possède une concentration de l'ordre de 500 et quelques millisiemens. Ce n'est pas contenu dans notre intervalle de mesure. On va voir qu'est-ce qu'on peut, donc, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Alors, la question, donc, pour la courbe, on l'a tracée. C'est une courbe, donc, bien entendu, qui est une droite linéaire. La question numéro 2. Est-il possible de déterminer graphiquement la valeur de la concentration de la solution contenue dans l'ampoule? Alors, tout à l'heure, rappelez-vous ce que nous avons fait, donc, dans la séance de pratique. Nous avons, donc, ici, utilisé l'axe des ordonnées. Nous avons, donc, choisi une certaine valeur de G. Par extrapolation, nous avons cherché la concentration correspondante, sauf que cette fois-ci, la conductance G, elle possède une valeur de l'ordre de 500 et quelques millisiemens. Vous remarquez bien alors ici qu'il n'est pas possible donc de placer la valeur de G sur cet intervalle donc de valeur de G. Alors, je pense que la réponse sera la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on vient de nous dire? On vient de nous dire, est-il possible de déterminer graphiquement la valeur de la concentration de la solution contenue dans l'ampoule? Je pense que c'est non, puisque la valeur de la conductance, elle est assez élevée. D'accord? Bien. Donc, la réponse est la suivante. Alors, la valeur de la conductance G de l'ampoule est très grande devant celle mesurée. Les valeurs mesurées sont de l'ordre de 0,5, 1, 1,5, ainsi de suite, millisiemens, alors que notre conductance, c'était 500 et quelques, ça on vient de le dire. Alors, la valeur de la conductance G de l'ampoule est très grande devant celle mesurée. La détermination de C n'est pas possible graphiquement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une petite idée là-dessus. Que pensez-vous si je vais prendre notre solution dont la conductance est 500 et quelques millisiemens, et je rappelle tout d'abord qu'au début de notre séance, nous avons dit que la conductance, elle dépendait énormément de la concentration de la solution. Si vous abaissez la concentration de la solution, votre conductance va diminuer. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'il est assez simple de diluer la solution inconnue. On va la diluer et comme ça, on va donc mesurer une conductance abordable dans notre échelle de valeur. Alors, je pense que c'est ça l'objectif de notre question. La question suivante. Le contenu d'une ampoule, attention, l'ampoule, donc, son volume, c'était 20 millilitres. Le contenu d'une ampoule a été dilué 20 fois. Plutôt 200 fois quand même, 200 fois. Alors, la mesure de la conductance de la solution diluée 200 fois, elle vaut 2,28 millisiemens. Et là, je pense que nous avons donc ici une valeur donc, qui peut être donc choisie sur l'axe des ordonnées. Hein, d'accord? Donc, ça vaut 2,28 millisiemens. Alors, petit a, déterminer la concentration molaire de la solution diluée 200 fois, ainsi que celle de l'ampoule. Alors, je commence par la solution diluée. Donc, on va alors mettre sur l'axe des ordonnées la valeur de GD, G de la solution diluée, D, ça veut dire diluée, dont la valeur vaut de 28, et on va donc chercher la concentration correspondante. Ça va nous donner. On déduit l'abscisse correspondante. On trouve alors ici, par déduction à partir du graphe, que la valeur de la concentration, ça fait 6,7, avec une très bonne précision, 10 puissance moins 3 mol par litre. Voici comment on fait pour chercher, attention, la concentration de la solution diluée. Sauf que cette solution-là n'est autre qu'elle est obtenue à partir d'une solution mère. Donc, alors, pour chercher la concentration de la solution mère, la solution de l'ampoule, qui a été diluée 200 fois, je vous
fait un tout petit calcul. Je sais que la concentration de la solution mère, c'est 0, c'est nombre de moles sur volume. Sauf que en faisant une dilution 200 fois, le nombre de moles reste le même. Donc, on a fait une dilution 200 fois, donc le volume total, c'est 200 V0. Voici comment on fait pour chercher la concentration d'une solution, d'une nouvelle solution. Là, ça, c'est la concentration de la nouvelle solution, diluée, diluée. D'accord? Donc, ça fait alors ici la concentration initiale divisée par 200. C'est la concentration initiale, c'est divisé alors ici par 200. Si vous voulez alors chercher la concentration de la solution initiale, il suffit de multiplier donc par 200 la concentration de la solution donc diluée. Donc ça c'est la solution diluée 6,7 10 puissance moins 3 pour revenir à la solution mère. Donc on va la multiplier par 200 et ça nous fait alors ici. Donc, C est égal à 200 fois CD, ça fait 200 multiplié par 6,7 10 puissance moins 3. Donc, à la fin, on va trouver une concentration assez élevée quand même. Et ça vaut 1,34 mol par litre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il nous reste alors ici à chercher? Déterminer la masse M. Je vous rappelle que l'objectif essentiel de notre exercice, c'était de chercher la masse M contenue de KCl, contenue dans l'ampoule de 20 millilitres. On vous donne les masses molaires, ce n'est pas vraiment très important. Alors, nous savons que la concentration C de la solution n'est autre que le nombre de moles sur le volume. Or, le nombre de moles, c'est masse sur masse molaire sur volume. On a fait les calculs dans la séance précédente. Alors, la masse M, c'est concentration fois masse molaire fois volume. Donc, on va remplacer donc, dans le calcul. Ça nous fait, alors ici, M est égal à C fois masse molaire fois volume. Alors, la concentration C, c'est 1,34 mol par litre. La masse molaire de KCl, K, c'est 39 grammes par mol. Le chlore, sa masse molaire, c'est 35,5. Le tout multiplié par le volume de l'ampoule. Et le volume de l'ampoule, c'est 20 millilitres. Ça fait en litres 0,02. On trouve alors ici, tout calcul fait, que la masse de KCl contenue dans l'ampoule, donc ça fait pratiquement 2 grammes. Donc celui qui fait qui prend donc par manque de potassium une ampoule donc par voie intraveineuse, donc il va avaler 2 grammes de KCl. Nous avons terminé avec notre application. La leçon est aussi terminée. J'espère que vous avez bien saisi donc cette leçon-là. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Bonne chance pour votre bac.